Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. À la veille des 2 ans de son quinquennat, François Hollande voit poindre la reprise. Le chef de l'État assure que le retournement économique arrive. Peut-on croire ce nouveau pronostic jugé trop optimiste par certains? C'est le débat du 24 heures Sénat. Le Parlement interdit la culture du maïs transgénique en France après un ultime vote du Sénat. Une décision confortée par un arrêt du Conseil d'État. À 20 jours des élections européennes, notre nouveau rendez-vous avec Mickaël Zamès pour comprendre les enjeux de ce scrutin test pour le Parti socialiste qui redoute une onde de choc si le Front National en sortait vainqueur. Bonsoir à tous. Le Sénat vient donc d'interdire, après l'Assemblée nationale, la culture des maïs OGM en France. Un vote qui intervient le jour où le Conseil d'État donne raison au gouvernement dans son bras de fer contre les producteurs de maïs Mont 810. Pauline Dame. Le maïs OGM sera-t-il définitivement rayé de l'Hexagone ? Adoptée en urgence par le Parlement, la proposition de loi socialiste interdisant la culture de maïs transgénique vient combler un vide juridique alors que vient de commencer la période des semis. L'objectif ? Permettre l'application du moratoire voulu par le gouvernement sur l'utilisation des semences transgéniques. Le texte a été accueilli favorablement par les écologistes qui regrettent cependant qu'elle ne concerne pas l'ensemble des OGM. On est en période de semis, il est même tard, mais pour nous il est important qu'on légifère et que la France poursuive sa position aux yeux de l'Europe entière, de résistance quelque part par rapport aux OGM et à l'agrochimie. Pour l'UMP, ce texte va à l'encontre du droit communautaire. Le gouvernement a tort d'instrumentaliser le Parlement pour faire voter un texte qui est totalement illégal. C'est désolant pour, je dirais, les agriculteurs, pour l'ensemble de la filière, pour l'industrie française, dans une période où on parle de compétitivité, on parle de création d'emplois, et là nous sommes en distorsion de concurrence totale. Par 2 fois, la France a interdit la culture du maïs OGM sur son territoire, mais à chaque fois, le Conseil d'État a annulé les arrêtés pour respecter le droit européen. 4 OGM ont obtenu une autorisation de culture dans l'Union européenne, mais seul le maïs Monsanto 810 est aujourd'hui cultivé. Alors que François Hollande joue les optimistes, affirmant que le retournement arrive, la Commission européenne doute toujours des capacités de la France à ramener son déficit à 3% en 2015, malgré le plan de rigueur annoncé par Manuel Valls. Les explications de Paul Bouffard. Et la douche froide vient de Bruxelles. En matière de déficit d'abord, la Commission européenne prévoit un déficit de 3,9% en 2014, 3,4% pour 2015, alors que Paris promet 3% d'ici 2 ans. Le programme de stabilité de Manuel Valls ne suffit pas à convaincre. Pas convaincu non plus lorsque François Hollande parle de croissance. Pour 2015, Bruxelles table sur un taux de 1,5% contre 1,7% pour Bercy. Enfin, la courbe du chômage ne devrait pas baisser selon la Commission européenne. En 2014, Bruxelles prévoit même une légère hausse avec un taux de chômage de 10,4%. Pour que les promesses de François Hollande commencent à se réaliser, il faudra attendre 2015. Et dans ce contexte, Michel Sapin était à Bruxelles pour plaider pour la mise en place d'une taxe sur les transactions financières. Le ministre des Finances qui entend profiter de sa venue pour expliquer la détermination de la France. On l'écoute. La Commission a fait un travail de prévision à partir d'un certain nombre d'éléments, mais bien entendu pas de la totalité des éléments qu'elle aura à prendre en compte. Et donc une journée de travail comme celle-ci m'est très utile. Elle me permet de décrire précisément tous les aspects du pacte de responsabilité. Tout de suite, notre nouveau rendez-vous consacré aux élections européennes. Et pour parler du scrutin du 25 mai 2014, j'accueille sur ce plateau Mickaël Zamès. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Alors nous sommes à 3 semaines de ces élections et la campagne commence tout juste à s'animer, Mickaël. Oui, ça frémit timidement, mais ça commence à frémir. C'est le Premier ministre en personne qui, ce week-end, devant les jeunes socialistes, a un petit peu donné le coup d'envoi de cette élection européenne. Il veut convaincre. Alors évidemment, il faut s'impliquer dans la campagne avec une crainte majeure, l'abstention. Écoutez Manuel Valls. Nous devons lutter contre l'abstention. Nous devons, et vous le faites, faire campagne avec enthousiasme. Et je ferai campagne
Et aujourd'hui, donc, les partis politiques dans leur ensemble ont lancé un peu les grandes manœuvres. Oui, c'est parti. On commence par l'UDI et le Modem qui ont présenté 60 propositions pour l'Europe. La crainte d'Yves Jégo, le président par intérim de l'UDI, c'est, on l'a entendu comme Manuel Valls, l'abstention, mais pas que. Lui, ce qu'il craint, c'est une forme de vote sanction. On l'écoute. Je le dis très clairement, il ne faut pas se tromper de colère le 25 mai. Si on doit être en colère, c'est contre nous-mêmes parce qu'on n'adapte pas la France et sûrement pas contre l'Europe qui permet à d'autres pays de réussir autour de nous. C'est ça la vérité du 25 mai. C'est peut-être aussi le déclencheur d'une prise de conscience de nos compatriotes qu'il faut enfin une alternative au PS, à l'UMP et bien sûr au Front National. Cette alternative, c'est l'UDI et le Modem et personne d'autre. Alors, on a entendu, les partis politiques s'inquiètent et c'est tout au profit des eurosceptiques. Mais il faut expliquer, convaincre, expliquer à quoi servent les députés européens, à quoi sert l'Europe. Ce sera évidemment l'un des enjeux majeurs de ce scrutin. Alors évidemment, ça paraît obscur pour certains, mais quand c'est expliqué par un député européen, ça paraît tout de suite beaucoup plus clair. On va écouter le député vert qui ont lancé également leur campagne ce matin, Yannick Jadot. Écoutez, Yannick Jadot. Donc ils ont cette ambiguïté, cette confusion entre eux, y compris des responsables politiques qui disent à Paris exactement l'inverse de ce qu'ils font à Bruxelles. On a une Europe de la confusion qui est entretenue par les socialistes et par l'UMP. Alors dans tous ces chiffres, il y a quand même une bonne nouvelle, Mickaël. Une bonne nouvelle, nombre de listes en compétition, 193, toute la France, ça fait 24 par circonscription, 4 de plus qu'en 2009. Vous voyez quand même que l'Europe, ça intéresse un petit peu. Merci beaucoup, Mickaël. Et on vous retrouve demain pour ce nouveau rendez-vous. François Hollande a reçu cet après-midi le Premier ministre japonais Shinzo Abe qui fait étape à Paris dans le cadre d'une longue tournée européenne. Objectif de Tokyo, afficher sa proximité avec l'Union européenne. Alors parmi les sujets abordés, l'Ukraine, Paris et Tokyo ont adopté une position commune en faveur de la désescalade de la violence. On écoute François Hollande. Nous avons évoqué la crise ukrainienne, nous avons la même position. L'élection présidentielle du 25 mai doit se tenir et rien ne doit pouvoir l'entraver. Nous avons des relations avec la Russie qui nous permettent de convaincre les autorités russes et notamment le président Poutine que la seule voie possible, c'est le dialogue et donc la désescalade. Ce sont les victimes collatérales du remaniement. 4 sénateurs vont faire leur retour sur les bancs de la Haute Assemblée, probablement dès demain. Nicole Bricq, Thierry Repentin ou encore Anne-Marie Escoffier. Hélène Conway-Mouret, l'ancienne ministre des Français de l'étranger, déjà présente aujourd'hui à la Haute Assemblée. Après son expérience gouvernementale, elle a retrouvé son bureau au Sénat et elle a livré ses premières impressions à Paul Bouffard. On l'écoute. Je suis très heureuse de revenir au Sénat. Et en même temps, c'est une taille un petit peu différente. Mon bureau était légèrement plus grand au ministère. Et j'étais toute seule dedans. Là, nous serons 3. Je vais retourner à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées avec beaucoup de bonheur. C'est retrouver des collègues, des gens que j'apprécie beaucoup, que j'ai appris à côtoyer, que j'ai rencontrés aussi. Parce que pendant 2 ans, en étant ministre, je n'étais pas coupée de tout. Et quand heureusement, j'ai pu continuer à garder des liens. Cela sonne comme un désaveu pour Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale. Le Conseil supérieur de l'éducation a rejeté le projet de décret sur les rythmes scolaires qui introduit des assouplissements pour les communes à la peine dans la mise en œuvre de la semaine de 4 jours et demi pour septembre. La mobilisation des sages-femmes ne faiblit pas. Après plus de 6 mois de grève et d'action, elles ont profité de la journée mondiale qui est consacrée à leur profession pour manifester dans la capitale et dénoncer l'inertie du gouvernement. Elles réclament toujours la reconnaissance de leur statut, comme l'explique cette sage-femme. On l'écoute. Madame Touraine nous a fait des propositions le 5 mars qui sont complètement inadéquates à l'exercice de notre profession, à notre autonomie. Donc nous sommes encore aujourd'hui là, présentes, pour réaffirmer pas seulement nos compétences, mais surtout le statut de la sage-femme dans tous les modes d'exercice. 24h Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre
Pour le débat de ce 24h Sénat consacré à la nouvelle prophétie de François Hollande, le président promet des lendemains qui chantent. On en parle avec nos invités ce soir. Gérard Larcher, bonsoir, ancien président UMP du Sénat, sénateur des Yvelines. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Robert Hue, bonsoir, sénateur RDSE du Val d'Oise, et Daniel Raoul, sénateur socialiste de Maine-et-Loire. Vous êtes également président de la Commission des affaires économiques ici au Sénat. Avant d'ouvrir ce débat, je vous propose de voir ce reportage de Mounir Soustir. Il nous explique si ce retournement est crédible. Ne pas céder à la morosité et regarder l'avenir avec optimisme. À l'entame de sa 3e année à l'Elysée, François Hollande reste fidèle à cette ligne de conduite adoptée dès sa prise de fonction et parie pour la fin de son mandat sur un redémarrage de l'économie. Il est dans le rôle de celui qui doit donner le cap, qui doit donner le là. On est face à un homme qui est déterminé pour la relance de son pays, qui lui fait confiance et qui, son pays doit lui faire en retour confiance et être jugé sur les résultats. Le président appelle de ses voeux un retournement de l'économie, une attitude raillée par l'opposition. L'UMP ironise sur une gouvernance guidée par la méthode Coué. C'est le grand bluff de François Hollande, saison 3. Après le redressement dans la justice qui s'est traduit par un matraquage fiscal sans précédent, après l'inversion de la courbe du chômage qui finalement ne s'est pas inversée, aujourd'hui on nous annonce un retournement de croissance. On ne demande pas à un gouvernement, on ne demande pas à un président de la République de faire des prévisions. On demande à un président de la République et à un gouvernement de gouverner, c'est-à-dire de prendre des décisions. Avec le pacte de responsabilité, François Hollande a impulsé un mouvement vu avec bienveillance par les centristes qui restent quand même vigilants. Ce réflexe qu'on nous invite à avoir d'unité nationale par rapport à ces efforts, s'il s'accompagnait d'une capacité supérieure à nous entendre, à nous écouter et sur des sujets beaucoup plus généraux, à ce moment-là, ça pourrait marcher. Dans cette 2e phase de son quinquennat, le chef de l'État a lié sa courbe de popularité à celle de la croissance, en espérant que la reprise économique le fasse remonter dans les sondages. Alors Gérard Larcher, François Hollande voit poindre la reprise. Est-ce que le président de la République est trop optimiste selon vous? Je ne sais pas, je crois qu'il y a un problème de confiance dans ce pays. Confiance envers le président de la République. Et un sondage paru ce soir le démontre extrêmement clairement. Je pense que cette confiance, elle est liée aussi... il y avait le mot prédiction tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais souvenez-vous de l'épisode inversion de la courbe du chômage. Et je pense qu'il faut faire très attention aux mots et aux annonces parce que les Français ne croient plus en rien et se tournent vers les populismes. Et ça, c'est la pire des choses pour les démocrates que nous sommes autour de cette table. Confiance aussi des Français en eux-mêmes, dans leur pays, dans leur avenir. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti, y compris dans les jours derniers. Et puis on voit bien les difficultés que Michel Sapin a à faire partager à Bruxelles, pas simplement à la Commission, mais à un certain nombre de pays. Je le sens dans les discussions avec M. Schäuble et avec d'autres. Est-ce que les autres pays croient en notre capacité, enfin, à nous réformer et à retrouver les chemins de l'accompagnement de la croissance? Nous sommes le 13e pays de la zone euro et le 22e pays de l'Union européenne, si on juge sur l'année en cours. Voilà quelques-unes des interrogations qui sont les miennes. Robert Hue, peut-être sur ce que vient de dire Gérard Larcher, effectivement, François Hollande avait eu cette formule sur l'inversion de la courbe du chômage. Alors quand il dit un retournement économique arrive, est-ce que les Français peuvent encore le croire? Je pense que les Français peuvent encore le croire, mais je crois qu'il n'y a pas de retournement économique sans précisément la confiance des citoyens. Il y a effectivement à regagner cette confiance. Je soutiens, j'ai soutenu le président de la République lucidement, vraiment les yeux grands ouverts et sur un certain nombre de questions, on pourrait y revenir, tel le pacte de responsabilité ou d'autres questions, je suis extrêmement réservé si d'autres mesures ne sont pas prises. Mais ce que je sais, c'est qu'en tout état de cause, il y a besoin de redonner cette confiance et il faut que les Français, en général, pardonnez-moi, la gauche en particulier, le peuple de gauche entende que son message est bien passé. Il y a un choc de gauche à opérer, c'est mon sentiment. Et je crois qu'en tout état de cause, il y a eu des incohérences ces 2 dernières années. L'une des incohérences, alors je le dis à notre ami Larcher, c'est peut-être de ne pas avoir été suffisamment fort sur l'inventaire au moment où on est arrivé. On a
On a eu une sorte de complexe. Pardonnez-moi, Monsieur Larcher. On a eu une sorte de complexe. Je vais revenir sur les 2 ans. Vous inquiétez pas. Le problème, c'est qu'il y a eu une sorte de complexe à dire ce qu'avait laissé la droite. C'est fou. 500 milliards de dettes supplémentaires. Enfin, on a vite gommé ça et aujourd'hui, on a une sorte de complexe. Il y a une sorte de terrorisme intellectuel si on reparle de ça. Bon, parlons de l'avenir, mais en tous les cas, il faut prendre ça en compte. Alors Daniel Raoul, finalement, est-ce que François Hollande ne poursuit pas son objectif qu'il avait dit déjà alors qu'il était en campagne pour la présidentielle? Mon quinquennat se fera en 2 parties, la première consacrée au redressement et la deuxième à la redistribution. Eh bien, on est au rendez-vous. Je crois que les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre vont exactement dans le sens de ce que avait annoncé le Président de la République. Je veux y croire et je crois qu'effectivement, comme l'a dit le président Larcher, que les Français doivent d'abord avoir confiance en eux. Je crois que ça passera par là. Mais la confiance, ça ne se décrète pas. Et je dois dire que sur les chiffres, en tous les cas, qui nous arrivent en ce moment, sur la croissance, par exemple, de la consommation des ménages, je vous rappelle, monsieur Larcher, que pendant 5 ans, vous avez fait en moyenne 0,4%. Or, en 2014, on sera sur une trajectoire de 0,8, sinon de 1,5. Ça veut dire que si la croissance est là, si on a une constance dans nos mesures à prendre, y compris vis-à-vis des petites retraites et de l'impôt sur les revenus pour les bas barèmes en particulier, je pense que la consommation peut repartir. Vous savez qu'on a un taux d'épargne qui est un des plus élevés d'Europe. Il ne demande qu'à être mobilisé si les gens ont confiance. Et je crois qu'il y a 3 C, en tous les cas, qui doivent commander le retournement économique. C'est la confiance, mais ça se décrète pas, mais c'est lié à la croissance et c'est lié à la constance des mesures qui vont être destinées à nos concitoyens. Gérard Larcher, c'est vrai que tous les économistes quand même s'accordent à dire que la reprise est là et que finalement cette croissance européenne va profiter à la France. De l'extérieur d'ailleurs. Nous sommes le seul pays quasiment dans lequel aujourd'hui le retournement ne s'est pas encore opéré. Et cette croissance qui vient de l'extérieur, il y a une prévision de plus de 4,5, 4,7 très exactement, de croissance du commerce mondial. Il y a bien un moment, je l'espère, où quand même on va saisir cette part de croissance. Nous sommes un des rares pays aujourd'hui à être en situation négative vis-à-vis du commerce extérieur. En 2 ans, beaucoup de pays ont inversé cela. Moi, je ne méconnais pas le passé, je le dis à Robert Rue, mais d'où vient-on d'une crise extraordinaire en 2008, d'une crise financière incroyable? Il n'est que de voir ce qui s'est passé dans l'année 2009, puis d'une crise de l'euro. En fait, aujourd'hui, le rendez-vous, c'est un certain nombre de réformes structurelles qui sont indispensables. Ces réformes structurelles, d'ailleurs, Alain Juppé les a bien résumées aujourd'hui dans un interview au journal Le Monde, qui vont porter sur très clairement un retour de la confiance vis-à-vis des entreprises. Et c'est un vrai point de différence entre nous. Je peux vous dire avec l'expérience qui a été la mienne de ministre du Travail. Et j'entendais François Rebsamen dire à peu près la même chose. Sans confiance dans l'entreprise, il n'y a pas de création de richesse, pas de création d'emplois et pas de préservation du modèle social. Alors, Daniel Raoul. Par rapport à ce qu'on annonce comme mesure. Non, mais pendant 2 ans, on a dit qu'il n'y avait pas de problème de compétitivité de la France. Il y a un très grave problème de compétitivité. Là, le diagnostic a été fait, Gérard Larcher, avec la mise en place du pacte de responsabilité. Le CICE, il a été mis en place, pourquoi? Pour augmenter la compétitivité. C'est le rapport Gallois qui pointe l'esprit depuis l'année dernière qu'il est en place. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que nous avons une vraie différence de compétitivité avec un certain nombre de pays. Nous sommes devenus, par exemple, en 10 ans, le 4e pays, simplement, dans le domaine de l'agroalimentaire en Europe. Vous le savez parfaitement. Nous étions le premier en 2004. C'est d'abord lié à des problèmes de compétitivité. Et ce que nous avons vu dans la filière bretonne, c'est un exemple de cette compétitivité qui est diminuée. Alors Robert, Gérard Larcher pointe ce problème de compétitivité de la France. Est-ce que le pacte qui a été voté va peut-être permettre justement à la France de regagner une lettre de noblesse en matière de compétitivité? Je pense, non, il y a aussi le problème du coût du capital. Hein, et il faudra en parler, effectivement. Donc, non, je crois qu'il y a aujourd'hui à prendre en compte une réalité qui est sur un plan
pacte de responsabilité qui, pour moi, bon, je le dis à mes amis de gauche, il n'y a aucun problème, je veux la réussite de François Hollande, mais je pense qu'il y a là, il y a un déséquilibre dans ce pacte de responsabilité. Il y a un appel très fort pour aider les entreprises, et je suis d'accord. Mais en même temps, je pense qu'il boite. Parce que les couches moyennes, les gens ont besoin en même temps de savoir ce qu'on fait de cet argent. Et qu'ils ne soient pas à se voir ponctionner sur les dépenses publiques avec ces choix sans en avoir... C'est ces signes-là qu'ils attendent. Les gens de gauche qui n'ont pas voté aux élections municipales, qui ne se sont pas mobilisés, ils sont déçus d'une certaine politique. Il faut donc apporter des réponses différentes. Et je pense que le pacte de responsabilité, par exemple, il faut l'évaluer. Monsieur Larcher, vous le savez, on en a déjà débattu. Il y a eu ça fait des années qu'il y a des milliards d'apportés en aide publique aux entreprises. Et ça n'apporte pas de réponse. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais en tous les cas, faisons l'évaluation. Le Premier ministre dit je serai vigilant. Ça ne suffit pas. Il faut prendre des dispositions qui permettent que des contreparties effectives se mettent en place. Parce que c'est ça qui va redonner la dynamique aussi au peuple de gauche et aux Français en général. On a beaucoup entendu bien comme terme, comme mot depuis le début de ce débat, le terme de confiance. Et on entend que la confiance sur ce pacte de responsabilité, peut-être que les Français ne l'aperçoivent pas suffisamment. Ils ont eu l'impression que ce pacte était un cadeau fait aux entreprises. Alors comment on leur explique à quoi il va servir et est-ce que ça va leur permettre de regagner un peu de confiance? Je pense que le débat qui va avoir lieu dans la loi de finances rectificative permettra d'éclairer et de voir les éventuelles contreparties. Parce que ça ne peut pas être un chèque en blanc. Autant je suis pour défendre la compétitivité de nos entreprises, mais ça ne peut pas être un chèque en blanc aux entreprises. Nous avons déjà le CICE, 20 milliards. On pourrait en discuter à l'infini. Est-ce que c'était sur l'ensemble des entreprises qu'il fallait le faire ou simplement sur nos entreprises qui sont en débat concernant l'export? Et le privilégier là-dessus, peut-être mettre le paquet là-dessus. Parce que c'est vrai que vous pourrez me dire après... S'ils n'exportent pas, on est confronté aussi aux importations et que tout le monde est en fait plus ou moins en compétitivité vis-à-vis des marchandises. Mais moi, j'aurais mis la priorité essentiellement sur les entreprises qui exportent. Et d'ailleurs, pour corriger notre balance commerciale. En tous les cas, la méthode qui a été utilisée de 2007 à 2012, qui consiste à faire 500 milliards de dettes supplémentaires et les injecter, on voit à quoi ça conduit. Alors peut-être, attendez, Gérard Larcher voudrait peut-être répondre rapidement. 2 contre 1, donc je suis obligé de jouer en double. Mais j'ai pas envie d'être au fond du cours. Vous savez, les Françaises et les Français, je l'ai vraiment ressenti dans la campagne des municipales, celle que nous avons faite avec Bernard Accoyer dans toute la France. Le seul vrai sujet, c'était l'emploi. Et leur grande préoccupation, c'est l'emploi. Et l'emploi, il est lié à l'entreprise. Et je crois que nous, politiques, il ne faut pas que nous ayons une vision macroéconomique. Il faut que nous comprenions mieux l'entreprise, son fonctionnement. Ça ne veut pas dire laisser faire tout dans l'entreprise. Ça veut dire mieux comprendre l'entreprise et à un moment déclencher, au lieu de compliquer sans cesse, j'ai ma part de responsabilité, des codifications dans la relation du travail. Je pense que c'est là où le dialogue social est quelque chose d'important. Il faut trouver des équilibres pour que cette confiance dans l'entreprise ne soit naturellement pas une confiance aveugle, mais dans lequel, j'allais dire, au bout du compte, on sorte de cette crise de méfiance absolue, dont la traduction, c'est le chômage. Et notamment un chômage des jeunes, à 25%. Comment voulez-vous que les gens regardent l'avenir avec confiance? C'est vraiment un vrai sujet qui nous interpelle tous, qu'on soit dans la majorité comme dans l'opposition. 2 choses. Je crois qu'effectivement, parlons des moyens qu'il y a. Les entreprises, moi je ne jette pas la pierre aux entreprises. Ce que je regarde simplement, c'est que les 40 plus grosses capitalisations en 2013, je ne vais pas très loin. En France, c'est 36 milliards à peu près. C'est-à-dire, ce sont des chiffres bien conséquents par rapport à ce que les salaires des salariés, les engagements d'investissement. Parce que les entreprises, il faut qu'elles... Là, où sont allés ces 35 milliards? Aux dividendes. Je pense qu'il faut davantage mettre sur l'investissement. C'est ça la question. Et aujourd'hui, il faut... Parce que vous évoquiez, Monsieur Larcher, les réformes de structure de Monsieur Juppé dans Le Monde. J'ai lu Le Monde
ce soir aussi. Il y en a 4 réformes de structure. Allonger à 65 ans l'âge de la retraite. 2, baisse dégressive des indemnités des chômeurs. Il y a un sujet de l'indemnisation du chômage. Rétablissement de la journée de carence des fonctionnaires. Ça y est, c'est le retour tout azimut de l'UMP avec son artillerie lourde contre les salariés et les chômeurs. Vous savez très très bien ma sensibilité sociale et mon intention sociale. Mais je crois qu'on ne peut plus raconter d'histoire aux gens. Avoir dit le chômage va s'inverser. C'est M. Juppé non, ce mais soir. je partage une partie des propositions d'Alain Juppé, notamment parce que nous aurons 24 milliards de déficit de l'UNEDIC et que ça jouera demain. Je préfère qu'on examine les choses tranquillement dans le cadre du dialogue social, notamment pour avoir des dispositifs qui ramènent vers l'emploi. C'est ça le vrai sujet. Et dans le plan senior, c'est un des sujets qui va être posé pour l'avenir. Et les dividendes des grandes entreprises. On va laisser parler Daniel Raoult, qu'on n'a pas beaucoup entendu ce soir. Alors demain, c'est l'anniversaire des 2 ans de François Hollande, de son quinquennat. Il va ouvrir un acte 3. Non, simplement pour revenir par rapport à ce qu'a dit M. Hu au début, je pense qu'on n'a pas pris la mesure exacte de la situation qu'a laissée la droite dans l'entreprise France. Je ne veux pas revenir sur les 500-600 milliards de dettes supplémentaires, mais je parle de la désindustrialisation de ce pays pendant les années où vous l'avez gouverné, réellement. Les chiffres sont là, sur la perte d'emploi, etc. Maintenant, il s'agit de reconstruire, et je pense qu'on peut y arriver, mais je dis que ça ne va pas être... Je le dis pour vous, jeune homme, ça ne va pas être un chèque en blanc. Je souhaite que les négociations se fassent par branche, et que le tissu social soit retissé là-dessus et avec des contreparties et dans chacune des entreprises, sinon dans les branches. Parce que sinon, la confiance qu'évoquait M. Larcher ne reviendra pas s'il n'y a pas ces négociations dans le milieu social. Daniel Raoult, la France doit aussi bien composer avec Bruxelles, on a vu aujourd'hui, et la Commission qui vient un peu sabrer l'optimisme français en contredisant les prévisions de croissance. Alors comment faire? Combien de fois la Commission s'est trompée? Je pourrais vous parler la guerre du des chiffres, fameux Club de Rome qui avait prévu la crise de 2008, certainement pas eux. Donc ces experts au niveau macroéconomique, je m'en méfie. Je reviens sur le fait que ça passera par la confiance de nos concitoyens dans leur entreprise, dans leur consommation, dans le déblocage de l'épargne, et c'est ça qui est en jeu. Je voudrais dire un mot quand même. On a parlé de désindustrialisation. Regardez Alstom. Regardez les décisions. 2004, j'allais dire, qui sauve Alstom, si ce n'est le gouvernement peut-être que la situation de Jacques Chirac, de la France en 2004 était un peu meilleure. Alstom valait 1 euro à l'époque. Il y en a d'autres qui ont valu 1 euro à une époque. Et je dois dire que aujourd'hui, le problème de la désindustrialisation, il a commencé il y a bien longtemps, y compris dans nos têtes collectives. Nous n'avons pas cru, y compris avec le principe de précaution que nous évoquions hors plateau avec Daniel Raoult, nous n'avons pas cru que notre pays avait un avenir industriel. Et sans cet avenir industriel, nous voyons bien le déséquilibre. 61 milliards de déficit de notre balance commerciale, 160 milliards d'excédent en Allemagne. En 2004, la situation n'était pas comparable. Et notre pays n'a pas pris le bon chemin. Et il est vrai que la crise de 2008 est venue. Mais je dois dire que depuis 2 ans, puisque on va demain marquer les 2 ans de l'élection de François Hollande, on s'est singulièrement trompé pendant 2 ans. Je souhaite que notre pays se redresse. Je le dis, que notre pays se redresse parce que le gaulliste que je suis ne peut pas admettre une France déclassée. Voir la France au 13e rang. Robert Rue, rapidement, effectivement, on a parlé. C'est la nouvelle phase du mal. quinquennat qui s'ouvre demain. Quels conseils pouvez-vous donner à François Hollande pour ne pas réitérer les erreurs du passé? Rapidement, parce qu'on arrive au terme de ce débat. C'est pas en termes de conseils. Chacun sait mes liens méthode, avec François Hollande. Nouvelle communication, il sera demain sur une grande radio et il va faire un déplacement à Villiers-le-Bel. Oui, dans mon département. Je lui dis ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Le peuple de gauche a besoin d'un choc positif de gauche. Je pense aux Français en général, mais accordez-moi de penser Daniel à la gauche. Raoult, et choc positif de gauche, vous êtes d'accord? Ce choc. Je pense que on est à un tournant, réellement, ça avait été plus ou moins prévu, pas avec l'ampleur de ce qui s'est passé lorsqu'on a découvert l'état de l'entreprise France en 2012, ce qui a provoqué un certain nombre de mesures qui peut-être auraient pu être prises. Rapidement, Daniel Raoult, puisque c'est la fin de ce journal. Mais je veux dire simplement que les mesures Juppé, telles qu'elles sont annoncées dans le monde, me font penser furieusement
à l'État des choses en Allemagne et avec des mini-jobs à 450 euros. Merci. On aura l'occasion de reparler du président de la République de ces propositions d'Alain Juppé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci messieurs. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.